mon image jusqu'à votre écran personnel. Communiquer avec le monde, une des priorités de la maison du futur. À toutes les banques de données. Bonjour, je m'appelle Virginie Cartonnet, j'enseigne le français et le latin au Collège Cervantes à Vernon. Je m'apprête à rencontrer Arthur Grémont-Pont chez son éditeur pour parler du pouvoir des écrans et de leur impact dans notre quotidien. Bonjour. Bonjour. Virginie. Arthur. Ravie de vous rencontrer. Enchanté, oui. Et on se pose ici, c'est ça? On s'installe, ouais, voilà. Okay. En 20 ans d'enseignement, j'ai vu les élèves changer. Certains d'entre eux, surtout quand leurs parents ne leur imposent pas de règles, passent leur journée complète sur le téléphone du matin jusqu'au soir. On constate aussi que dès la 6e, ils sont quasiment tous déjà sur les réseaux sociaux. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce pouvoir hypnotique du numérique ? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le caractère addictif des médias sociaux, c'est pas un effet indésirable de leur fonctionnement, c'est leur premier objectif visé. Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, elles ont toutes des fonctionnalités et des apparences distinctes, mais elles ont exactement le même modèle de profit qui consiste à bâtir une audience gigantesque de plusieurs milliards d'utilisateurs et à convertir leur attention en revenus publicitaires. Facebook connaît ma date de naissance. Facebook sait qui est ma femme. Ils savent que j'aime le VTT. Ils connaissent les films que j'ai vus et les livres que j'ai lus. Et ces données ont une valeur inestimable pour un publicitaire. Aujourd'hui, les entreprises les plus influentes de la planète, celles qui sont les plus cotées en bourse, elles sont en compétition pour extraire une ressource rare et limitée, bien qu'immatérielle, qui est notre temps de cerveau disponible. On peut retenir par exemple une phrase du patron de Netflix qui a dit « Nous avons un seul concurrent, c'est le sommeil, et nous sommes en train de gagner ». Donc on voit que pour lui, lutter, y compris contre des besoins physiologiques de base, ça reste souhaitable du point de vue de son modèle économique. Est-ce que vraiment le but des algorithmes, c'est de nous faire rester plusieurs heures par jour sur les réseaux ? Est-ce que c'est aussi simple que ça ? Les algorithmes, ils n'ont pas de volonté propre, en tout cas jusqu'à présent. Ils obéissent à l'objectif de leur créateur ou de leur propriétaire. Donc ça veut dire qu'effectivement, les algorithmes, ce sont ces machines qui, parmi les milliers de milliards de contenus disponibles, arrivent à prédire celui qui a le plus de chances de retenir votre attention à vous à un instant T. Sur YouTube, on estime qu'il y a 120 000 ans de vidéos qui sont regardées tous les jours par l'humanité. Et sur cette immense quantité de vidéos qui sont vues, les 3/4 sont le fruit d'une recommandation de l'algorithme. Quand on cherche à faire de la qualité sur ces plateformes, c'est un peu comme si on nageait à contre-courant. Par exemple, il y a un YouTuber qui a comparé si c'était plus souhaitable pour lui de travailler sur le fond ou bien sur la forme de ses vidéos. Et il a vu que, en travaillant 1 heure sur la vignette la plus attractive et un titre le plus racoleur, ça avait beaucoup plus d'incidence que s'il passait des heures ou des jours à travailler sur le fond de la vidéo. J'ai une vidéo à vous montrer, on est dans les années 80 et une femme raconte son addiction à la télé. Le matin, je regarde mon programme de télévision et j'organise ma journée en fonction des programmes. Si par exemple j'avais une sortie de prévue et qu'il y a un film ou une émission qui m'intéresse, je supprimerai la sortie pour pouvoir regarder cette émission. Je m'arrange pour déjeuner au moment de l'Académie des Neufs. Et puis je m'arrange pour pouvoir boire mon café en regardant Marianne. Et l'après-midi, je regarde, pour ainsi dire, toujours Aujourd'hui la vie. Et puis si le feuilleton me plaît, je le regarde, sinon je passe... Elle s'arrête jamais en fait. C'est ça. Ce que ça décrit, c'est que l'économie de l'attention, c'est-à-dire cette compétition pour s'accaparer le temps d'attention, ça préexiste largement aux médias sociaux. On peut se souvenir par exemple de la phrase du patron de TF1 qui avait dit « Notre métier, c'est de vendre à Coca-Cola du temps de cerveau disponible ». Mais ce qui est vraiment nouveau, c'est l'extraordinaire capacité des plateformes sociales, des médias sociaux, à susciter justement ce besoin addictif d'utiliser leurs services. Les réseaux, notre addiction, tout ça, ça nous fragilise ? Toute source d'addiction mène à des conséquences néfastes. Il y a une étude qui montre que chez les plus jeunes utilisateurs, dès lors qu'on excède 1 heure d'utilisation des écrans par jour, les zones du cerveau correspondant au développement des capacités de langage et d'écriture se développent beaucoup moins vite. Chez les enfants qui utilisent beaucoup les écrans, une zone du cerveau se modifie.
c'est le cortex. Plus vous vieillissez, plus votre cortex diminue. C'est tout à fait normal, c'est un processus naturel. Mais là, on a découvert dans cette étude que l'utilisation des écrans chez les enfants accélère cette réduction du cortex, et en particulier l'utilisation des réseaux sociaux. C'est utile de faire des comparaisons avec d'autres substances addictives. On peut faire un parallèle avec la consommation de sucre. Je coupe le gâteau. Moi aussi. Quel est le plus gourmand? Dans le monde contemporain, des entreprises arrivent à tirer parti de notre penchant inné pour le sucre et à le renforcer à l'extrême, et ça crée les conditions de la plus grande pandémie mondiale, celle de l'obésité qui touche aujourd'hui 800 millions de personnes. Et un peu de la même façon, les plateformes sociales, donc les médias sociaux, les réseaux sociaux, arrivent avec leurs algorithmes à nous administrer des sucreries cognitives pour lesquelles on commence à développer des addictions à très grande échelle. Ce mécanisme de l'addiction, il y en a énormément, mais peut-être que les plus connus, c'est par exemple la sensation de flow, c'est-à-dire de pouvoir continuer sans être interrompu sur une tâche. Donc c'est ce qui a mené par exemple à développer ce qu'on appelle le scroll infini, donc le fait que quand on est sur un fil d'actualité, on n'ait pas besoin d'arriver en bas de la page et de charger nous-mêmes volontairement la page, ça continue à défiler à l'infini, exactement comme l'autoplay quand on est sur YouTube ou TikTok. Donc il y a toute une gamme de récompenses psychologiques qui sont inventées par des chercheurs et qui sont testées à grande échelle sur des milliards d'êtres humains, et ce sont les fonctionnalités les plus addictives qui sont retenues. On passe de capté à captif, en fait. Oui, c'est ça, exactement, on pourrait dire comme ça. J'ai quelques remarques d'élèves à vous montrer. Vous réagissez à celles que vous souhaitez. Ouais. Je lis moi-même alors. Oui, voilà, à voix haute. Alors, je passe en moyenne 7 ou 8 heures par jour sur les écrans. C'est à la fois très triste et malheureusement, c'est pas très éloigné de la moyenne aujourd'hui. Nos parents, ils passent aussi la journée sur leur téléphone. Complètement, je pense que les parents, malheureusement, n'ont pas beaucoup de leçons à donner aux jeunes. J'ai réussi à me désintoxiquer de TikTok, mais YouTube m'a rattrapé avec ses shorts. Alors oui, effectivement, toutes les plateformes se sont lancées dans ce qu'on pourrait appeler une guerre des clones, c'est-à-dire qu'elles recopient immédiatement ce qui a le mieux marché chez une autre pour gagner justement dans cette guerre de l'attention. Donc c'est pas étonnant que si on arrive à supprimer TikTok, le modèle d'autres plateformes finisse par l'emporter, quoi. On est tous les jours face à des collégiens, face à des lycéens, et puis on essaye quand même de leur conseiller de s'auto-réguler. On a malgré tout un discours un peu de vieux, comme ils disent, sachant qu'un vieux, c'est quand même quelqu'un qui est né avant les années 2000. Bon, comment est-ce qu'on fait ? Est-ce que c'est vraiment notre rôle à nous, enseignants ? C'est vrai que dès qu'on a un ton moralisateur, le risque, c'est de provoquer une répulsion instantanée. Ce qu'il faut réussir, c'est provoquer un peu une prise de recul, un choc peut-être, sur notre dépendance et sur le fait qu'on est devenu en fait les produits de ces plateformes. J'ai un neveu qui passait plusieurs heures par jour sur TikTok. Puis un jour, avec un groupe d'amis, ils ont décidé de désinstaller collectivement l'application. Et l'événement déclencheur, ça a été une vidéo, paradoxalement, d'un influenceur qui s'appelle Léo Duff, qui a une chaîne YouTube. La dépendance à un réseau social va bien au-delà de ce que nous imaginons. Elle comble un vide dans nos vies que nous ne parviendrons plus jamais à combler autrement parce que ses effets sont à long terme. Des études ont établi que les tendances à la dépendance et la surcharge en dopamine sont à l'origine de la mort des cellules du cerveau. Plus vous êtes exposé à cette dopamine gratuite, plus vous êtes con. La Boétie, au XVIe siècle, s'interrogeait déjà sur notre capacité à nous soumettre au pouvoir. Il appelait ça la servitude volontaire. Aujourd'hui, les intellectuels font le comparatif avec les GAFAM, ils parlent de servitude numérique volontaire. Comment est-ce qu'on accepte si docilement de donner notre temps à des entreprises privées ? C'était un discours qui était en effet très, très précurseur et qui reste très valable aujourd'hui. Je pense que pour la plupart d'entre nous, il y a un coût social important à se défaire d'un produit dont toute la société est devenue dépendante. Si vous demandez à des adolescents de quitter ou de se désinscrire de TikTok ou Instagram ou YouTube, souvent ça les fait sortir de toute une place publique, certes privatisée, mais publique, où il se passe des tas de choses auxquelles ils n'ont plus accès dès lors qu'ils décident de le quitter. Pour résoudre d'autres problèmes de société, on n'en appelle pas aux actions individuelles. Par exemple, si on veut faire progresser l'alphabétisation à l'échelle d'un pays, on construit l'école publique obligatoire et on interdit le travail des mineurs. Il faudrait agir collectivement puisque c'est finalement pas nous qui sommes inadaptés aux plateformes, c'est les plateformes, c'est le paysage informationnel qui est inadapté à qui nous sommes. Donc il s'agit de subordonner leur modèle à notre intérêt collectif.
Merci beaucoup Arthur pour cet entretien. Avec grand plaisir.